Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Présenté par Liliane Niacha. Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Bonjour, bienvenue au sommaire du débat BBC Africa numéro 1 Paris cette semaine. Les Comores, après la large victoire du oui au référendum controversé du 30 juillet dernier, qui renforce les pouvoirs du président Azali Assoumani, la situation politique est plus que tendue. L'ancien président Ahmed Abdallah Sambi a été écroué et inculpé pour corruption, détournement de deniers publics, complicité de faux et usage de faux et forfaiture dans une affaire de fraude au passeport. Simple affaire judiciaire ou règlement de comptes politiques, on en débattra. Autre sujet au menu cette semaine, Madagascar. Qu'est-ce qui fait autant courir des anciens chefs d'État? Trois d'entre eux, Andra Joël, Mar Ravalomanan et Didier Ratsirac, figurent sur la liste des 36 candidats en liste pour la présidentielle du 7 novembre prochain. Le président actuel, Eri Raduarimampian, est candidat lui aussi à sa propre succession. Ces ex-chefs d'État ont-ils des chances de revenir au pouvoir? Analyse à suivre. L'Afrique et le reste du monde entier lui ont rendu un vibrant hommage toute cette semaine et ça continue d'ailleurs. Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, s'est éteint le week-end dernier. Le diplomate avait 80 ans. Que retenir de l'homme, de son passage à l'ONU? Comment l'Afrique peut-elle rendre dignement hommage à son méritant fils parti? Nos invités se prononceront. Notre invité cette semaine est Oumed Saïdié. Bonjour Monsieur Saïdié. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes depuis avril 2018 secrétaire général du Rassemblement pour une alternative au développement harmonieux et intégral, l'ORADI, parti politique proche de la mouvance de l'actuel président de l'Union des Comores, Azali Assoumani. Vous êtes journaliste de formation, ancien député du Boudé, la région qui a d'ailleurs eu sa première préfecture en mars 2017, inaugurée par le président Assoumani en personne. Opposant virulent, Monsieur Saïdié, du régime du président Ahmed Abdallah Sambi. Vous avez été ministre, porte-parole de plusieurs gouvernements, notamment ceux des présidents Saïd Mohamed Djouhar ou encore de l'actuel président Assoumani. Donc, vous avez occupé une dizaine de postes ministériels, entre autres le ministre de l'Information, de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, de l'Intérieur ou encore la Défense. Et de 2005 à 2006, Monsieur Oumed Saïdié, vous avez été directeur de cabinet du président Assoumani, qui dirige donc le pays. On dit de vous, Monsieur Saïdié, que vous êtes l'un des hommes politiques les plus puissants des Comores et que vous avez le bras très très long. Peut-être que vos admirateurs veulent juste vous flatter, Monsieur Saïdié. Ah oui, je pense, oui. Qu'on me flatte, j'ai pas... Oui, c'est vrai que je suis long, mais j'ai pas le bras long. Disons que j'aime la politique, je fais de la politique, j'aime bien ça. Vous avez 2 mètres 1m82, c'est tout. D'accord. Bon, donc votre bras n'est pas aussi long que votre taille? Non. Mais on n'occupe pas quand même autant de fonctions ministérielles si on n'est pas un homme puissant et vous avez été directeur de cabinet de l'actuel président. Je fais de la politique depuis longtemps et comme vous venez de le dire, j'ai dû occuper plusieurs postes. J'ai été élu 3 fois député d'abord de ma propre région de Mboudé, ensuite la dernière fois en tant que député de la grande région Mboudé-Mitsamiouli. Donc effectivement, quand on a un tel pédigré politique, on peut vous prêter tout, mais cela ne veut pas dire que c'est vrai. Donc chaque président comorien a besoin de vous, a envie de travailler avec vous, si j'ai bien compris. Mais non, pas du tout. Oui, c'est vrai que j'ai travaillé avec le président Djouhar. Ensuite, il y a eu une transition malheureuse. Oui, c'est pour ça que vous êtes un homme courtisé. Non, courtisé, non, mais il y a eu une transition malheureuse, puisque le président Taki est mort subitement. On était dans une organisation d'opposition et on a travaillé avec la transition à M. Abbas Diouf. Bon. D'accord. Et puis après, M. Azali a fait son coup d'État. Nous, on était ses opposants, mais en même temps, on travaillait ensemble pour la réconciliation nationale. Et lorsque on est arrivé à réconcilier les îles, on s'est mis d'accord pour travailler ensemble pour la suite, pour la mise en place de la nouvelle constitution issue du référendum de décembre 2001.
Oui. Donc c'est ça ce qui s'est passé. Laquelle constitution a été remplacée par votée à l'issue du référendum du 30 juillet dernier, dont nous parlerons au cours de cette émission. Monsieur Saïdié, vous serez accompagné de Eugène Radio-Serra, journaliste à Midi Madagascar. Bonjour Eugène, merci d'être avec nous. Bonjour madame, bonjour. Vous êtes en ligne d'Antananarive. J'espère que je prononce bien votre nom, de même que le nom de votre journal. Oui, merci. D'accord. Nous allons donc commencer notre premier sujet, les Comores. Après l'inculpation cette semaine de l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi, précédée elle-même par l'annonce en milieu du mois d'une tentative de coup d'État et du référendum du 30 juillet boycotté par l'opposition, on s'interroge sur le climat politique sur l'île. Le oui à la réforme constitutionnelle qu'il a amplement remportée, avec plus de 92%, donne au président Assoumani de larges pouvoirs et lui permettent aussi non, madame. Un second quinquennat consécutif. Ce qui lui interdisait jusque-là l'ancienne constitution. Permettez-moi... Non, c'est pas comme ça. La réforme constitutionnelle n'a pas donné de pouvoir à M. Azali Assoumani. Rassurez-vous, vous aurez le temps de le faire, M. Saïdié. Mais c'est ce que jusque-là disent les partis ou certains partis d'opposition, que ce référendum a donné de larges pouvoirs. Vous aurez l'occasion de au prochain président. Mais avant de lancer le débat, vous donnez d'ailleurs le temps et c'est très intéressant. Alors, dites-moi, M. Saïdié, comment qualifiez-vous aujourd'hui l'atmosphère politique dans votre pays ? Écoutez, comme partout dans le monde, lorsqu'il y a un référendum, il y a ceux qui sont pour et il y a ceux qui sont contre. Et bien sûr, ceux qui sont contre s'agitent beaucoup. J'en connais quelque chose puisque j'ai eu à m'opposer à la réforme constitutionnelle de 2009 initiée par le président Sambi. On a fait beaucoup de bruit, on s'est opposé. On a dit beaucoup de choses. Donc, vous comprenez bien l'attitude de l'opposition aujourd'hui, puisque vous-même vous dites qu'en son temps, vous avez fait beaucoup de bruit. Si on s'oppose démocratiquement, je veux dire qu'on exprime ses opinions, on dit pourquoi on est contre, il n'y a pas de problème. Mais ce que vous avez dit que l'opposition comorienne a boycotté le référendum. Non, l'opposition comorienne a clairement dit qu'il n'y aura pas de référendum. Et nous, on s'est interrogé comment peut-on empêcher un référendum dans un pays. Mais on s'est rendu compte, le 30 juillet, qu'il y avait d'autres moyens qu'on avait mis en place pour empêcher le référendum. Et vous savez ce qui est arrivé à ce gendarme, qu'on a amputé la main. On a voulu donc user de la violence physique. Et puis on a découvert beaucoup de choses. Moi, y compris ici en France, quand je suis arrivé là, qu'effectivement, il y avait des tentatives de coup d'État. Le 30, ça a commencé bien avant, avec des histoires de protestation les vendredis. Mais l'opposition parle d'invention pour arrêter des personnes qui étaient contre ce référendum. Mais revenons au référendum. Attendez, madame. Monsieur Saïdié, est-ce que vous pouvez me répondre de manière précise avec un seul mot? Quel est le climat politique aujourd'hui? Comment le qualifieriez-vous? Aujourd'hui, si vous parlez d'aujourd'hui, donc de cette semaine, le climat politique, on est dans le calme. Il y a rien de particulier. Même ceux qui disaient qu'ils étaient opposés au référendum, maintenant ils se sont rendus compte que les Comoriens, ceux qui voulaient bien le faire, sont allés prononcer. Et les résultats ont été proclamés. Et maintenant, certains d'entre eux, que je connais bien, puisque ce sont des connaissances que je connais bien, certains d'entre eux se préparent pour aller aux élections présidentielles. En 2000, on reviendra sur les élections présidentielles. Vous dites que vous vous réjouissez du bon déroulement de ce référendum. Vous dites malgré cette amputation de la main d'un gendarme. On a entendu un membre de l'opposition sur les antennes de BBC Afrique dire que le taux de participation n'a pas dépassé 5%. Est-ce qu'il y a de quoi être fier dans ces conditions? Écoutez, il ne s'agit pas d'être fier ou de ne pas être fier. Dans la constitution comorienne, probablement dans certaines constitutions, peut-être, il y a un seuil pour un référendum. Dans notre constitution, il n'y a pas de seuil. On a parlé d'organiser un référendum, de poser la question aux Comoriens. Donc la manière la plus démocratique de gérer une question, enfin des réformes ou de gérer des questions essentielles ou substantielles. Donc, il n'y a pas eu de seuil.
Vous avez donné le résultat par rapport à une participation qui s'est située à 62%. Le monsieur qui a parlé avec vous d'après la commission électorale. Oui, donc le monsieur que vous avez dit, il a dit 5%, mais il n'a qu'à s'en vouloir à lui-même. Et il n'a pas fait ce qu'il devrait faire. Parce qu'en tant qu'opposant, il devait mener campagne. Les opposants n'ont mené campagne nulle part dans le territoire. Ils se sont votés chez eux. Et ils ont prévu d'autres manières de faire pour empêcher la tenue du référendum. Le référendum s'est donc tenu, M. Saïdié. Aujourd'hui, ils ont beau rôle de dire 5, 2, 3. Mais de toute façon, puisque c'est un référendum où il n'y a pas de seuil, 1 plus 0, madame, égale à 1. Et non pas 0. D'accord. Mais le référendum s'est donc tenu avec les résultats qu'on connaît, large victoire. Quel était finalement l'enjeu de cette consultation? Est-ce que c'était pour maintenir le président au pouvoir, le président Assoumani au pouvoir, puisqu'il évoque clairement la possibilité d'une élection anticipée, une élection présidentielle anticipée en 2019? Non, le peuple comorien s'est prononcé le 30 juillet pour réformer la Constitution. La Constitution est réformée dans un certain nombre d'articles, notamment l'article portant sur la tournante. Au lieu que la tournante ait lieu dans une île une seule fois, maintenant, ce sera 2 mandats par île. C'est-à-dire, au lieu de 5, ce sera 10 ans. Mais lorsque le président se faisait élire en 2016, il savait bien que sur la base de la Constitution de 2001, la Constitution parlait d'un seul mandat. Il savait que son mandat est de 5 ans et non renouvelable. Mais justement, c'est pourquoi il a posé... Au pouvoir, il organise un référendum pour changer les règles du jeu. Madame, mais la Constitution elle-même, elle a prévu qu'elle pouvait être changée, qu'on pouvait justement changer la Constitution. Pour renforcer le pouvoir du président. Mais renforcer le pouvoir du président, on ne peut pas le renforcer, mais c'est la Constitution elle-même qui a prévu... Mais quand on supprime les 3 postes de vice-président, M. Saïdié, et quand on supprime la Cour constitutionnelle... Madame, je voudrais vous dire que la personne qui vous parle ici, il a participé de A à Z à la confection de la Constitution de 2001, de A à Z. De A à Z. Et effectivement, par rapport à un contexte particulier, on avait prévu 2 vice-présidents. Ensuite, le président Sambi est venu, dans sa réforme de 2009, ajouter un 3e vice-président. Les mêmes vice-présidents, depuis le mandat de 2002 jusqu'à ce mandat, les vice-présidents ne s'attendaient presque jamais avec le président de la République. Et je le comprends, parce qu'effectivement, il fallait les choisir avant d'aller aux primaires, et après aller ensemble avec le président pour être élu pour, en fin de compte, devenir des simples ministres. Donc, ils se sentaient frustrés. Ils ne sentaient pas jouer le rôle qui devrait être le rôle d'un élu à ce niveau-là, au niveau national. Donc, tout le temps, il y avait des conflits. Et je vous dis que 90% des Comoriens s'attendaient effectivement à ce qu'on supprime les postes de vice-président. Pour supprimer tout obstacle, le président a organisé un référendum pour supprimer ces postes de vice-président. C'est un droit constitutionnel. Ce qui lui permet d'avoir un boulevard aujourd'hui de faire ce qu'il veut à la tête du pays. Écoutez, mais dans quel pays vous voyez, dans un pays de 800 000 habitants, avec 3 vice-présidents? Pourquoi faire alors qu'il y a déjà des gouverneurs dans les îles, élus? Pourquoi faire, madame? Je ne sais pas, vous-même, vous venez de dire que vous avez participé de A à Z à la rédaction de cette Constitution de 2001 mais à un moment donné, qui a prévu le contexte, toute cette organisation au sommet de l'État. Oui, mais vous oubliez aussi que la même Constitution a prévu qu'on pouvait la changer. D'accord. Et que ça a été changé par l'ancien président Sambi, et ça a été changé un peu par le président Ikililou, et que c'est le droit constitutionnel du président Azali de la changer ou de la maintenir telle qu'elle est. Mais lui, il a opté pour le changement. D'accord. Est-ce qu'il y aura élection présidentielle anticipée ou pas en 2019, comme le souhaite le président? Bien sûr, puisque la Constitution a été changée, il va y avoir des élections présidentielles. Anticipées. Entre maintenant, non, c'est de nouvelles élections présidentielles conformément à la Constitution. Entre maintenant et mai 2019, puisque
la transition ne peut excéder un an. Si j'ai bien compris, Monsieur Saïdié, il y aura élection anticipée. Vous dites qu'il y aura élection anticipée, élection présidentielle anticipée en 2019, et cela risque peut-être remettre le compteur à zéro, puisque ce sera sur la base d'une nouvelle constitution. Mais oui, mais bien sûr. Donc ça remettra le compteur à zéro. Le président pourrait encore faire 2 mandats, puisque le premier ne comptera pas. Oui. C'est le compteur à zéro, cela veut dire... Oui, il peut faire 2 mandats s'il est élu. À partir de 2019. Oui, s'il est élu. D'accord. J'insiste beaucoup, s'il est élu. S'il est élu, il n'est écrit nulle part que le prochain candidat aux élections présidentielles s'appelle M. Azali. Ce n'est écrit nulle part. S'il est candidat, il sera au même titre que d'autres. Donc, s'il est élu, il peut prétendre effectivement à ce mandat-là et à l'autre qui viendra, puisque c'est ainsi que la Constitution prévoit la tournante maintenant. D'accord. Monsieur Saïdié, je vais vous poser une dernière question avant de passer la parole à Eugène en ligne d'Antananarive. Alors, il y a eu polémique sur le taux de participation. L'opposition parle de 5%. Vous dites qu'il y a eu plus de 60% d'après les chiffres officiels. Est-ce que les contestations de l'opposition et toutes les critiques sur ce référendum ne peuvent-elles pas alimenter un retour à l'instabilité dans une archipel qui ne connaît la calmie que depuis 2009, après une vingtaine de coups d'État ou tentatives depuis l'indépendance en 1975? Madame, je vous dis que l'opposition avait prédit la GN aux Comores le 30 juillet. Et effectivement, elle s'était organisée malheureusement pour elle et heureusement pour le pays, les Comoriens, ceux qui voulaient bien, sont allés voter dans la paix. Et dans toutes les îles, les 3 îles indépendantes. Oui, ça c'était le référendum. Je parle du climat politique actuel, même si vous avez dit que c'est le calme dans le pays. Mais est-ce que tout ça, cette crispation, ne peut-elle pas conduire à une autre, au retour à l'instabilité qu'on a observé avant 2009? Non, il n'y aura pas d'instabilité. Il y aura des élections où on va recommencer à la Grande Comore, où un grand Comorien pourra être candidat. Mais contrairement à la Constitution de 2001, même un Anjouanais qui réside à la Grande Comore depuis 10 ans peut être candidat. Même un Moélien qui réside à la Grande Comore depuis 10 ans, il peut être candidat. Donc, c'est une réforme qui va dans le bon sens, qui va dans la consolidation de l'unité nationale. Merci beaucoup. Parce qu'avant, ce n'était pas comme ça. Merci beaucoup. C'était pas comme ça. Il fallait que vous soyez... parole tout à l'heure. D'accord. Le temps d'accorder quelques secondes. Eugène, sur cette situation politique post-référendum aux Comores, un commentaire général? Merci, madame. Oui. Non, je vous dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec le ministre sur ce qui se passe aux Comores là. Le président Azali, d'après moi, il est contaminé par le virus. C'est un chef d'État africain qui veut... Je suis désolé, Eugène Radjoacera, la ligne avec Antananarive n'est pas très claire. On va essayer de vous recontacter avec l'espoir d'avoir un peu plus de chance et de vous écouter plus clairement. Donc, on va à présent marquer une pause et on vous retrouve dans quelques instants. Le débat Africa-BBC. Suite du débat BBC Africa numéro 1 Paris avec notre grand témoin Oumed Saïdié, ancien ministre et actuel secrétaire général du parti Radi, proche de la mouvance présidentielle aux Comores. Et en ligne d'Antananarive, Eugène Radjoacera, journaliste à Midi Madagascar. Et vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur nos sites internet bbcafrique.com et africa1.com et venez partager ensuite vos commentaires et avis avec nous sur la page Facebook. L'adresse est facebook.com/débat BBC Africa. J'espère qu'on a notre confrère Eugène de Tana en ligne à présent. Non, pas encore, me fait-on signe. On va continuer avec vous, Monsieur Saïdié, quelques minutes encore sur ce débat sur votre pays, les Comores. Et je voudrais, Monsieur Saïdié, qu'on parle à présent du cas Sambi. Je disais tout à l'heure que
Il a été arrêté cette semaine pour une affaire de passeport. Voici ce que vous déclariez en 2016, à la veille de la présidentielle. Si Sambi veut être candidat, c'est qu'il veut créer des troubles. On ne peut pas permettre cela. Il n'y aura pas de candidature Sambi en 2016. Et à cette époque, vous étiez même peut-être, disons, soutenu par l'Union africaine, avec le président de la commission paix et sécurité, Ismaël Chergui, qui estimait aussi que la candidature de Sambi pouvait réveiller les démons séparatistes. Est-ce que Sambi peut être candidat à la présidentielle de 2019 ? Je n'en sais rien, mais de toute façon, je ne crois pas. Pourquoi ? Tout simplement, vous avez dit, il peut l'être, bien sûr, s'il n'est pas condamné pour les délits, voire les crimes dont il lui est reproché par ce que vous veniez de dire en introduisant cette émission. Corruption, détournement de deniers publics, complicité de faux, usage de faux et forfaiture dans une affaire de fraude au passeport. A priori, je ne peux pas me prononcer. Je vous ai dit que, pour 2016, les choses doivent être claires. C'est la Constitution qui le disait. Moi, je ne faisais que répéter ce que disait la Constitution. Et vous étiez ministre de l'Intérieur à cette époque-là. De l'Intérieur. Je ne disais que ce que... Et ce n'était pas à moi de l'empêcher ou de le laisser. D'accord, on ne va pas revenir dessus. Le temps ne nous le permet pas. Mais maintenant, en 2019... Donc maintenant, en 2019, je n'en sais rien. Parce que, comme je vous ai dit, il va falloir effectivement faire une loi pour cette histoire des résidences de 10 ans dans l'île où échoua la tournante. Donc, si la rédaction de la nouvelle loi va avec le statut de M. Sambi, et si, par contre, il n'est pas condamné, parce qu'il y a des condamnations qui vous enlèvent un certain nombre de droits, s'il n'est pas condamné, peut-être il pourra l'être. Mais moi, je ne peux pas le dire, parce que ce n'est pas à moi de le dire. Ce sera certainement à la Cour suprême, si la question lui est posée, qui va en décider. Monsieur Oumed Saïdié, nous avons entendu de certains de vos compatriotes que vous détestez cordialement. Monsieur Saïdié et Monsieur Sambi, l'ancien président Sambi. Qu'est-ce qui vous oppose en réalité ? Non. Écoutez, le projet de la citoyenneté économique, c'était, je crois, dans les années 2008-2009. Les conditions dans lesquelles cette loi a été votée, nous les avons contestées. Nous avions un parti à cette époque, qui existe aujourd'hui toujours, qui s'appelait la CRC, la Convention pour le renouveau des Comores, qui est le parti du président actuel. Et j'étais à l'époque secrétaire général. Et ça nous a même amené à expulser de nos rangs le secrétaire fédéral du parti, qui est actuellement en prison, parce qu'il avait triché et la signature du président de l'Assemblée, et même la signature du secrétariat général, et beaucoup de choses. Donc, nous, depuis l'adoption de cette loi, nous l'avons contestée. Et si mes souvenirs sont bons, moi, en tant que secrétaire général de la CRC de l'époque, en 2012, j'ai déposé plainte contre M. Sambi parce qu'effectivement, on voulait savoir à quoi ont servi les milliards qu'on nous a promis, les milliards en francs comoriens, plus de 200 millions de dollars, à quoi ont servi cet argent-là de 2008 déjà jusqu'à 2012, parce qu'il n'y avait rien de visible par rapport à cette histoire. Donc vous avez vos comptes à régler. Je n'ai pas de compte à régler. Je le dis sur la base de vos déclarations. Non, mais je vous dis, moi, je suis un opposant politique. Il y a un programme de citoyenneté économique où le pays est censé gagner beaucoup d'argent. On ne voit pas où passe cet argent. Mais on pose des questions. D'accord. Et s'il est condamné, il sera donc éliminé de la course présidentielle en 2019. Mais comment convaincre, M. Saïdié, vos compatriotes, que l'inculpation de l'ancien président Sambi est une simple affaire judiciaire et non une procédure visant simplement à l'écarter de la présidentielle anticipée de l'année prochaine? Madame, avant qu'il y ait ces poursuites, il y a eu une commission parlementaire où M. Sambi a comparu et il a parlé. Et en sortant de cette commission, il a parlé lors de cette commission, tout a été enregistré. L'enregistrement a été passé
aux antennes de plusieurs radios locales. Et les gens ont entendu, chaque fois qu'on lui posait des questions un peu fâcheuses, « Ah, je ne savais pas, ah, c'est mes collaborateurs, ah. » Et les gens ont compris que le monsieur avait peut-être, je dis bien peut-être, parce que je ne suis pas la justice, des choses à se reprocher. Merci. Parce que chaque fois, ce n'est pas lui, ce sont ses collaborateurs. Ah, je ne savais pas. D'accord. Ah, pour est-ce l'instant, que c'est l'affaire ça, judiciaire etc. est en cours. On ne va pas s'étendre voilà, dessus. Exactement. Monsieur, Exactement. merci beaucoup. On va vous donner 30 secondes tout à l'heure pour conclure. Mais une minute, Eugène, vous poursuivez vos propos sur la crise post-référendum aux Comores, même si l'ancien ministre nous dit que la situation est calme. Oui, merci madame. En fait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le point de vue de monsieur le ministre, dans la mesure où certains présidents de la République veulent s'accrocher à tout prix au pouvoir, ils passent toujours par la révision d'une constitution, de la Constitution. Donc, c'est comme ce qui s'est passé dans certains pays d'Afrique. Vous voyez, au Burundi et dans d'autres pays. Et si le président Assoumani a décidé de procéder à cette réforme constitutionnelle, il y a une mauvaise intention, je crois. Hein? Il aurait l'intention de rester au pouvoir le plus longtemps possible. Bon, il y a le système de présidence tournante qui a été déjà institué aux Comores. Je pense qu'on doit respecter cette règle. Merci beaucoup. Changer une constitution. Oui, merci. Alors, monsieur le ministre, pardon, justement sur cette tournante, est-ce que la remise en cause de la... Il n'y a pas remise en cause de la tournante. Permettez-moi de poser la question. Oui, vous dites que ça ne va rien changer et que tout va bien dans votre pays. Mais est-ce que vous admettez néanmoins que cette tournante adoptée en 2001 a peut-être contribuer à la stabilité que connaissent les îles Comores aujourd'hui? Je vous dis que je suis l'un des acteurs de cette tournante. Et la tournante, elle est là, elle est encore là. Au lieu d'avoir un mandat de 5 ans, l'île aura un mandat de 5 fois 2. C'est tout. Mais la tournante, elle est là. Elle n'est pas remise en cause. Elle n'est pas remise en cause. Mais ce qui a été introduit, c'est de donner la possibilité à un président issu de la tournante de concourir pour un deuxième mandat. C'est tout. D'accord. Concourir pour un deuxième mandat qui remet le compteur à zéro. Donc, voilà. On peut se retrouver en 2019 avec un président élu qui peut se faire élire 2 fois. Voilà, exactement. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Saïdié. Nous allons marquer une pause et prochain sujet. Le débat Africa numéro 1 Paris, BBC Afrique. Vous êtes sur BBC Afrique et Africa numéro 1 Paris. Vous suivez le débat BBC Afrique qui est donc une émission coproduite par les 2 radios partenaires avec notre invité Oumed Saïdié, ancien ministre et secrétaire général du parti Radi, proche de la mouvance présidentielle aux Comores, Eugène Radiosera, journaliste à Midi Madagascar, en ligne de Antananarive, est notre journaliste qui accompagne l'invité. Et vous pouvez écouter l'émission sur bbcafrique.com et africa1.com et venez ensuite nous dire ce que vous en pensez sur la page facebook.com/débat BBC Africa. Direction Madagascar, présidentielle du 7 novembre 2018. 36 pour un fauteuil, parmi eux l'actuel président R. Radouarmampian, élu en 2013, et 3 de ses prédécesseurs. Mercredi, la Haute Cour constitutionnelle qui a publié la liste définitive a recalé 10 candidats dont les dossiers étaient incomplets. Retour sur cette actualité avec Louva Sorabar, correspondante de BBC Afrique en Antananarive. La Haute Cour constitutionnelle avait 5 jours pour examiner les dossiers de candidature à la présidentielle qui lui sont parvenus jusqu'à mardi, mais l'institution a très vite délibéré et rendu sa décision. 10 candidats ont été recalés pour cause de dossiers incomplets. 36 autres, ayant rempli tous les critères exigés par la loi, ont été retenus selon la Haute Cour. Parmi les candidatures retenues, celle du président en fonction R. Radouarmampian. Il devra démissionner le 7 septembre, soit 2 mois avant le jour du scrutin, comme l'exige la Constitution. Et Radouarmampian sera face à 3 de ses prédécesseurs
prédécesseurs, Andra Dwil, Mark Ravalmanen et Didier Ratirek. Ces 2 derniers avaient été condamnés par contumace respectivement en 2010 et en 2003, mais n'ayant jamais été officiellement notifiés, ces condamnations ne sont toujours pas définitives, ce qui ne les empêche donc pas de participer à la présidentielle. Ont également été retenues les candidatures de l'actuel président de l'Assemblée nationale, de 2 anciens premiers ministres du président Eradjon Armampian, ainsi que 7 anciens ministres. 2 musiciens et le fondateur d'une secte qui compte 2 millions d'adeptes sont également sur la liste. La campagne électorale officielle sera lancée le 8 octobre. Louva Sourabar, Antananarive pour BBC Afrique. On commence avec vous, Eugène. 46 au départ et 36 au finish. Comment expliquer qu'il y ait autant de Malgaches qui veulent diriger votre pays? Il y avait 46 candidats qui ont déposé leur dossier de candidature. Ça marque déjà l'engouement de l'intention de tout le monde à apporter leur contribution au développement du pays. Mais après la décision de la Haute Cour constitutionnelle, ils sont 36, mais voilà. Mais pourquoi il y a beaucoup de candidats? Est-ce que ça ne fait pas beaucoup pour votre pays? Et comment expliquer qu'il y ait autant de candidats, autant de prétendants à la magistrature suprême? Ou vous trouvez à Madagascar que c'est tout à fait normal, il n'y a pas à se poser de questions dessus, sur cette pléthore de candidats? Oui. Je voudrais rappeler qu'en 2013, il y avait 34 candidats. Bon, 5 ans après, il y a 36. Bon, ça peut s'expliquer par le fait que il y a peut-être des sous politiques. Hein. Il y a peut-être l'intention de disperser les voix. Parce que ça entre dans le calcul politique aussi. Il ne faut pas oublier ça. Donc vous voulez dire que peut-être les grands candidats s'arrangent à avoir beaucoup d'autres candidats qui pourraient être utiles à un éventuel second tour? Peut-être qu'il y a des petits candidats qui se présentent pour qu'il y ait un second tour. Mais il faut aussi dire que la caution est relativement faible, d'après certains Malgaches, juste $15,000 américains. Mais est-ce que cette pléthore de candidats, Eugène, est-ce que ça ne peut pas aussi être le signe que la fonction présidentielle s'est, disons, banalisée à Madagascar? Vous parlez de la caution? Oui, la caution est de $15,000, ce qui est relativement faible comparé à d'autres pays comme la RDC où c'est $100,000 américains. Mais est-ce que finalement ça ne finit pas un peu par banaliser la fonction du président de la République? Ça veut dire que chacun peut se présenter. Je pense que 50 millions d'ariars, c'est déjà très élevé comme caution à Madagascar. Hein? Oui, pour Madagascar. Oui. Mais en RDC, c'est $100,000. C'est $100,000 américains. Oui, c'est une somme. Et au Bénin, on est en train d'envisager même 250 millions de dollars. 250 millions de francs CFA, pardon. Mais la question qui s'est posée de savoir où est-ce que ces petits candidats ont trouvé cette somme. Là, c'est une question. Et la réponse à cette question pourrait expliquer la présence de ces petits candidats dans la course à la magistrature suprême. D'accord. On va revenir. Allez-y, Jeanne, pour terminer. On dirait qu'il y a des grandes puissances, étrangères qui financent, qui octroient des fonds aux candidats pour un objectif dont on ne sait pas encore. Hein. Pour placer leurs candidats. Ah oui, c'est ça. Parce qu'au second tour, il n'y a que 2 candidats au second tour. Donc, tous les coups sont possibles. D'accord, Eugène. On va revenir à vous tout à l'heure, le temps d'écouter notre grand invité, Monsieur le ministre Saïdié. Alors, 3 anciens présidents, je le disais, sont candidats à cette élection. Vous qui êtes un soutien indéfectible du président Azali, du président Azali Assoumani, arrivé au pouvoir en 99 et qui est revenu par la suite et qui est encore là en 2016. Est-ce que vous avez une explication à ce nombre élevé, qu'on peut considérer comme élevé, même si en 2013, c'était 34 candidats à Madagascar, mais c'est relativement élevé. Qu'est-ce qui explique que les anciens présidents
ne veulent pas se retirer et qu'ils ont du mal à faire leurs adieux au pouvoir? Mais madame, d'abord, aux Comores, en 2016, pour la tournante à l'île de la Grande Comore, qui compte à peine, je crois, un peu plus de 300 000 habitants, il y avait 25 candidats. 25 candidats. Donc, pour Madagascar, vous voyez, ils sont 36. Je crois d'abord qu'il faut saluer la démocratie. Donc, la fonction présidentielle attire. Bon, et ensuite, Madagascar, moi je suis d'accord avec M. Eugène, comme quoi le 15 millions de dollars, c'est beaucoup pour Madagascar, parce que jusqu'à preuve du contraire, Madagascar fait partie des pays les plus pauvres du continent. Par contre, ce n'est pas le cas en RDC, où c'est un des pays les plus riches, même si avec les ressources, Congolais, les Congolais ne voient pas où passe leur richesse. Cela étant, moi je crois, pour les anciens présidents, mais il faut savoir aussi que Madagascar, c'est aussi un pays qui pourrait être une puissance sur le plan des richesses, à la fois des hydrocarbures, mais aussi un certain nombre de minéraux qu'on a commencé à exploiter. Donc, cela attise les appétits, tous les appétits. Oui, exactement. Je crois que les anciens présidents se disent que peut-être c'est l'occasion pour eux, s'ils gagnent la présidence, de marquer à jamais l'histoire. Parce que je prends par exemple M. Ratsiraka, qui a dirigé le pays en 1975 et qui a aujourd'hui plus de 80 ans, qui revient... Mais qui est aussi un grand intellectuel, un fin... analyste de la situation politique, non seulement de Madagascar, mais de tout l'Océanien, qui maîtrise très bien aussi ses richesses en devenir. Donc, il fallait l'écouter il y a quelques jours sur TV5 Monde, où effectivement, il a une maîtrise parfaite des enjeux. Des dossiers, d'accord. En tout cas, quand je ne dis pas qu'il doit se présenter à 80 ans comme candidat, mais en tout cas, il a des choses à dire et que nous devrons tous écouter. Avant qu'il passe la main. Mais ma question était davantage de savoir, monsieur Saïdié, vous avez côtoyé les chefs d'État, vous êtes un soutien, je le disais, du président Assoumani, mais pourquoi, qu'est-ce qui fait que c'est si difficile pour les anciens chefs d'État de se détacher du pouvoir? Est-ce que c'est la vie princière faite de privilèges qui les attire? Non. Pourquoi c'est si difficile de partir moi, je ne dis pas cela. Les définitivement? privilèges, on les a. Quand on est président, on a déjà des privilèges, peut-être même à vie pour tous ceux qui ont eu à accéder à cette fonction. Mais aussi, nous sommes nés, à partir, je crois, de 7 ans ou 6 ans, moi je ne suis pas psychologue, nous sommes nés avec des ambitions. Et les ambitions... Mais des ambitions qui étouffent l'émergence d'une nouvelle génération de politiciens. Non, les ambitions n'étouffent rien du tout. Non. Macron, il avait des gens plus âgés que lui ici en France. Il a décidé d'aller candidat. Il a marché. Et sa grande marche, s'est conclue. Donc, tous ceux qui ont des ambitions, peut-être c'est pour cela qu'il y a 36 candidats à Madagascar, ce sont aussi des ambitions. Peut-être il y aura un Macron, au lieu d'avoir un ancien président, peut-être on aura un Macron qui va sortir de Madagascar. Donc moi, je vous dis que c'est l'ambition d'abord, et que l'ambition ne meurt pas avec l'âge. Et que ces ambitions, ce sont toutes légitimes. Oui, elles sont légitimes, voilà. Alors, Eugène, je voudrais terminer avec vous sur ces 3 anciens chefs d'État qui, vous qui êtes malgache et qui connaissez mieux la situation que nous, qui de Hans Radjoel, de Marc Ravalomanane ou de Didier Ratsiraka a le plus de chances d'obtenir le suffrage des électeurs le 7 novembre? Lequel des 3 affiche peut-être, disons, un bilan qui plaide réellement en sa faveur? Et pour le moment, c'est encore difficile de dire que tel ou tel candidat va gagner l'élection. Mais objectivement, je pense que c'est l'ancien président Marc Ravalomanane qui serait mieux placé pour revenir au pouvoir. Personnellement, c'est mon avis. Donc vous pensez que pendant son passage, il a marqué des points qui peuvent lui permettre peut-être de se qualifier au moins pour le second tour, s'il y a second tour? Oui, quand on se réfère au bilan de chaque de ces 3 personnalités qui étaient déjà au pouvoir, Marc Ravalomanane a fait
a fait beaucoup d'efforts en matière de développement économique. Excusez-moi, Eugène, quel âge avez-vous? Vous avez dépassé la trentaine, la quarantaine? Oui, trentaine. Peut-être vous n'avez pas, vous le dites, peut-être vous n'avez pas connu l'ère de Didier Ratsirac qui était au pouvoir en 75. Peut-être qu'il a... Mais j'ai vécu le régime Ratsirac. J'ai vécu j'ai subi les événements qui ont marqué son régime. Mais pour moi, vous étiez relativement très jeune. C'est un outsider. Il est là juste pour, comme disait M. le ministre, juste pour... il veut dire quelque chose aux Malgaches. Il veut tout simplement transmettre des messages. Je pense que son objectif n'est pas d'être élu, je crois. Mais la victoire... C'est peut-être avoir l'opportunité de s'exprimer ouvertement, de prendre des positions claires sur des sujets qu'il estime importants. Et pardon, madame, pardon. Vous dites que peut-être Didier Ratsirac est candidat juste pour avoir l'opportunité pendant la campagne électorale d'accéder aux médias, aux antennes publiques pour donner des points de vue et partager ses analyses sur des sujets de haute importance, selon lui. Vous voyez, madame, le président Ratsirac voudrait dénoncer quelque chose durant la campagne. Bon. Il a des dossiers qui implique certains de ses candidats, et lui, il veut qu'on dise la vérité sur tous ces dossiers. D'accord. Merci. Trafic de bois des roses, coup d'État, et j'en passe. Très bien, on va suivre la campagne en tout cas qui va se dérouler, la campagne pour les élections présidentielles à Madagascar. En attendant, on le disait, le président actuel R. Radouarimampian devrait démissionner, je crois le 7 septembre, comme l'exige la Constitution, 2 mois donc avant le scrutin. Prochain sujet, tout de suite. Le débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Et c'est avec notre grand témoin Oumed Saïdié, ancien ministre et secrétaire général du parti Radi, proche de la mouvance au pouvoir aux Comores, le journaliste malgache Eugène Radouassira de Midi Madagascari est en ligne d'Antananarive et vous pouvez écouter à nouveau cette émission sur bbcafrique.com et africa1.com et venir partager vos commentaires avec nous sur la page facebook.com/débat BBC Africa. La mort du Ghanéen Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU de janvier 1997 à décembre 2006, a suscité une série de réactions à travers son continent, l'Afrique. De nombreuses personnalités ont aussi salué son action et sa contribution en faveur de la paix à travers le monde et aussi pour son action humanitaire, ce qui lui a valu d'ailleurs le prix Nobel de la paix en 2001. Ceux qui l'ont côtoyé parlent d'un homme pondéré, humble. Ses anciens collègues des Nations Unies qui ont témoigné sur BBC Afrique soulignent ses compétences et qualités exceptionnelles de diplomate. L'Afrique, elle, pleure un digne fils. Monsieur le ministre Saïdié, est-ce que vous avez côtoyé Kofi Annan, et même si vous ne l'avez pas côtoyé, mais de votre position d'ancien ministre, vous avez sans doute eu peut-être à le rencontrer, mais que retenir-vous de lui et de son passage aux Nations Unies? Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de le côtoyer et bien sûr, je fais partie de ceux qui pleurent donc la disparition d'un grand fils de l'Afrique, puisque effectivement, tout le monde se souviendra que en fin de compte, M. Kofi Annan devrait compléter le 2e mandat de l'Afrique, puisque le premier a été confié à M. Boutros-Ghali, si mes souvenirs sont bons, et qu'au lieu donc de faire seulement un seul mandat, mais il a tellement émerveillé les pays membres des Nations Unies qu'il lui a accordé un 2e mandat, puisqu'il a bien travaillé. Et donc, il a su, surtout, certains disent aussi, concilier les intérêts et défendre, concilier de gros intérêts, de grandes puissances. Non, c'est ça aussi, être un bon diplomate. C'est justement de pouvoir ménager les uns et les autres. Oui, exactement, puisque il a réussi à le faire. Il a eu un 2e mandat et
un deuxième mandat qui est loué par tout le monde, y compris il n'y a aucun pays du tiers-monde, si je peux m'exprimer ainsi, qui le critique, mais au contraire, c'est des éloges un peu partout. Donc, encore une fois, nous partageons la douleur de sa famille, mais surtout, nous sommes fiers d'avoir eu le continent africain, de l'avoir eu comme secrétaire général des Nations Unies, parce que ça a marqué aussi notre entrée dans la mondialisation, que partout où les Africains devraient servir, ils peuvent servir et ils servent bien comme toutes les autres nations. Vous dites, Monsieur le ministre, qu'il y a eu des hommages unanimement positifs. C'est vrai qu'il est rare qu'après qu'on dise des choses pas très agréables sur un mort, mais finalement, Kofi Annan a eu quand même aussi quelques échecs, notamment sur la question des réformes du Conseil de sécurité, et il n'a pas aussi réussi à empêcher l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Des échecs sur les réformes, mais il n'est pas le seul. Parce que les revendications de l'Afrique et d'un certain nombre de pays asiatiques ne datent pas de l'élection de M. Kofi Annan à la tête des Nations Unies. Ça date de longtemps. Le rééquilibrage de pouvoir au sein du Conseil de sécurité, c'est une question qui est là depuis un certain nombre d'années. Ensuite, pour ce qui est de l'invasion de l'Irak, vous savez très bien que les États-Unis d'Amérique étaient décidés en tant que superpuissance à faire débarquer le président Saddam Hussein, quitte même à mentir. Et c'est là où aussi on peut rendre hommage à un ancien Premier ministre français, M. de Villepin, qui a clairement et nettement dit qu'on ne peut pas sur la base, sous Jacques Chirac, sur la base des mensonges, envahir un pays. Et il a eu raison, l'Irak... Les États-Unis ont envahi l'Irak et jusqu'à aujourd'hui, l'Irak ne s'est pas remis de cette invasion et même a produit des effets contraires puisque le terrorisme s'est généralisé. Donc, Kofi Annan n'avait nullement la possibilité d'empêcher une grande puissance telle que les États-Unis de ne pas envahir l'Irak. Merci. On va écouter Eugène sur la mort de Kofi Annan. Quel est, selon vous, Eugène, le plus grand et digne hommage que l'Afrique peut rendre à un homme de son rang et comment peut-être ne pas oublier et faire en sorte qu'on n'oublie pas la mémoire du seul Africain subsaharien avoir dirigé, on me dit, avant que je termine ma question, qu'on a perdu Eugène. Alors, je vais poursuivre avec vous, Monsieur le Ministre, pour conclure. Je demandais quel est, selon vous, le plus grand et digne hommage que l'Afrique puisse rendre à un homme de son rang et comment faire pour ne pas oublier la mémoire de celui qui reste jusqu'à présent le seul Africain subsaharien à avoir dirigé les Nations Unies. Je crois que chaque homme a sa particularité dans l'histoire. Kofi Annan a marqué l'histoire de l'Afrique en étant un grand secrétaire général des Nations Unies. Il a légué à beaucoup de nos cadres qui travaillent dans le système des Nations Unies comme dans d'autres organisations régionales un esprit, une manière de faire. Il appartient maintenant donc par rapport à ce que nous disions avant, que se dégagent des ambitions pour encore tenir de telles responsabilités au niveau mondial et nous n'en manquons pas. Je crois qu'il nous a ouvert la voie et certainement il y aura d'autres qui vont Est-ce qu'il y a d'autres Kofi Annan sur le continent, je veux dire à titre comparatif, pas forcément évidemment à ce poste. Est-ce qu'il y a des hommes que vous pensez ont la carrure et qui ont aussi contribué à une nouvelle Afrique au niveau des Nations Unies, comme Kofi Annan? Moi, je ne suis pas trop bien ce qui... la diplomatie internationale. Internationale, mais en ce qui concerne l'Afrique, oui, on voit ici et là beaucoup de diplomates qui brillent dans des missions complexes en Afrique. Il y en a beaucoup. Et peut-être même sur le plan mondial qu'on ne voit pas. L'Afrique a beaucoup de médiateurs dans diverses crises. Si, exactement. Donc,
il a certainement des héritiers qui vont, au fur des années, éclater un peu partout, puisqu'on va les voir apparaître. Mais espérons surtout que ce que nous espérons le plus, c'est qu'on soit dans son esprit, c'est-à-dire que le monde soit de plus en plus en paix, que les pays soient de plus en plus stables, pour qu'on n'y ait pas à gérer justement des crises graves telles que les crises qu'il a eu à gérer, dont notamment celle de l'Irak. Merci beaucoup, Monsieur Oumed Saïdié. Je vous invite à présent à écouter ces quelques réactions et questions de nos éditeurs. Certaines vous sont adressées, recueillies sur la page Facebook de l'émission, présentée par Sandra Bassabam. Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com/débat BBC Africa. Bonjour Liliane, bonjour à tous. Voici une sélection de vos réactions recueillies sur la page Facebook de l'émission. Sur les Comores, Didos Didier Afodo se demande si ce référendum est crédible. Bidi Emmanuel Gogoua, lui, estime que le référendum devrait avoir pour rôle de consolider et non pas de disloquer les partis. Sur Madagascar, Charles Bazema juge pléthorique le nombre de candidats pour la présidentielle et doute que les électeurs malgaches trouvent du temps pour lire le programme de société de tous ces candidats. Et selon notre auditeur, les anciens dirigeants devraient laisser la place aux jeunes du continent. Ozana Tiandoum Dimranga pense que les élections en Afrique n'ont pas de valeur et débouchent pour la plupart sur des violences. Sinon, comment comprendre qu'il y ait 36 candidatures dans une élection présidentielle et conclut que tout le monde veut être président juste pour piller et devenir riche. Enfin, sur le décès de Kofi Annan, Memphis Kitty estime que Kofi Annan est tout simplement une icône en matière de diplomatie dans le monde. Il ajoute que le digne fils de l'Afrique a abattu un travail formidable à la tête de l'ONU en tant que secrétaire général. Il termine son propos en disant que c'était un homme engagé et qui ne voulait qu'une chose, la paix dans le monde. Merci à tous. Merci de continuer à nous suivre sur notre page Facebook à l'adresse facebook.com/débat BBC Africa. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci Sandra Bassabam. En 30 secondes, Monsieur le ministre Saïdié, pour une conclusion générale, en répondant peut-être aux deux questions sur votre pays, référendum peu crédible, est-ce qu'il avait pour rôle de consolider ou plutôt disloquer les partis ? Moi, je dis qu'il avait pour rôle de consolider l'unité nationale. Et ça a été consolidé selon vous ? Oui, c'est un processus. On va aller vers des élections présidentielles anticipées, comme vous l'avez dit. C'est un processus. Mais je voudrais aussi ajouter que lorsqu'il s'agissait de réduire le mandat présidentiel en France de 7 à 5 ans, il y avait seulement 30% des Français qui se sont déplacés pour aller voter, madame. Merci Oumed Saïdié d'avoir C'est moi qui vous remercie, madame. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation, j'y arrive. Vous êtes ancien ministre et secrétaire général du parti Radi, proche de la mouvance présidentielle aux Comores. Vous étiez en compagnie de Eugène Radioa Serra, journaliste à Midi Madagascar, en ligne de Antananarive. Écoutez ou réécoutez cette émission sur bbcafrique.com et africa1.com et venez nous faire part de votre commentaire. L'adresse facebook.com/débat BBC Africa. Réalisation Abdou Diop, réalisation à Paris, Maxime Saloun, chargé de production Thierry Richard Mboué Kidina et Sandra Bassabam. Merci d'avoir été avec nous à nouveau cette semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bon week-end. Au revoir. 55 minutes pour comprendre l'Afrique et ses changements vus d'ici et de là-bas. Le débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Deux journalistes passent en revue les événements de la semaine avec un invité au cœur de l'actualité. Le débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Tous les samedis à 10h02 temps universel, rediffusion le dimanche à la même heure. Le débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo.